Bagnoles de l'Orne, juin 2003. Le Bagnoles de l'Orne ne vit que par sa source thermale qui a été découverte il y a maintenant plus de 3 siècles. Cela a commencé par Jehan de Frotté, qui était marquis de Couterne et qui s'était approprié 50 acres de terrain de la forêt de l'État. C'était sous Louis XIV et en 1668, il y a eu un arrêt royal qui a enlevé ces terrains à M. de Frotté pour les redonner à l'État. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à exploiter la source thermale. Le hameau où sortait la source, ça s'appelait Bagnoles. Parce que sans doute que l'eau sortait chaude depuis les Romains et les gens se trempaient dans la marche, comme on disait. La première personne qui s'est baignée dedans se baignait sous 4 perches recouvertes de bruyères et de fougères. Les gens venaient du pays se tremper dans l'eau parce qu'ils trouvaient que ça leur faisait du bien. Les gens viennent faire des cures depuis le Moyen-Âge. L'expansion de Bagnoles de l'Orne a été très forte à partir du moment où le chemin de fer a été construit entre Paris et la Normandie. Actuellement, le thermalisme représente encore la force et l'activité essentielle de la station, même si de gros efforts sont faits pour accueillir et attirer des touristes. Actuellement, nous recevons entre 1200 et 1400 personnes par jour à l'établissement thermal pour les problèmes de phlébologie et de plus en plus le rhumatisme. La légende dit que le seigneur de Tessé, parti en croisade, est revenu chez lui complètement fourbu, vieilli et son cheval encore plus. Et il l'a laissé partir dans la forêt. Quelle n'a pas été sa surprise, quelque temps plus tard, de voir ce vieux canasson ressembler à un fringant coursier. Il l'a suivi et il a vu son cheval boire et se tremper dans une petite source. Il s'est dit, si c'est bon pour lui, c'est bon pour moi. Et la légende dit que ce vieillard a été capable de refaire à sa jeune épouse de beaux enfants. Bagnoles de l'Orne a été en milieu de la forêt. C'est les terrains que vous voyez où ont été construites toutes les villas de Bagnoles de l'Orne sont entourés d'arbres. On a conservé le maximum d'arbres dans chaque propriété. C'est parce que Bagnoles de l'Orne a été créé sur la forêt. C'est une architecture que l'on peut qualifier belle époque. Oui, belle époque. Alors, on a construit ce genre de maison très typique qui est le style Belle Époque, puisqu'elles étaient construites à partir de 1980 jusqu'à la guerre de 14. Pour trouver le lieu de rassemblement, il suffit de regarder les pancartes ou de se renseigner. C'est tout à côté de la mairie, c'est ce qu'on appelle Bagnoles Château. Pas la peine de se demander pourquoi. Au fait, pourquoi les vergers du bocage ? Quand on a lancé l'idée de l'organisation d'une Pentecôte en Normandie, on a cherché à créer un comité d'organisation. Ce comité d'organisation, il est composé de 7 clubs et on a cherché le trait d'union, le point commun entre tous ces clubs. Et donc, on a différents types de vergers, les vergers de poiriers dans le Don-Fronté et des vergers de cidre dans le nord du bocage. Donc cette idée des les vergers. Tout est pour le mieux. Une météo favorable, avec une température idéale et une atmosphère très conviviale, à laquelle notre barde local, Gérard, contribue généreusement. Au programme d'aujourd'hui donc, le Don-Fronté. Alors le Don-Fronté, on se rend très vite compte que c'est d'abord la verdure, merci Gérard, avec une végétation luxuriante qui vous donne parfois envie de vous jeter à 4 pattes pour brouter à dentier que veux-tu. Bon, on se contentera au moins de suivre de petites routes qui s'aventurent sous d'épaisses frondaisons. Un océan de verdure, disait Flaubert. Mais on aura tout loisir de constater que ce Don-Fronté nous réserve aussi une foule de découvertes.
problème, c'est qu'on est bien pour marcher. Ah, c'est le... Oui, c'est bien le château de Bois-Thibault, près de Lassay. Mais Lassay a également un autre château. Bâti en 1458, c'est le plus important des châteaux forts de la Mayenne et il est admirablement bien conservé avec ses courtines, ses machicoulis, son pont-levis et ses 8 grosses tours. Alors, le moment est sans doute venu de faire reposer le destrier, de se blottir un instant dans le giron de l'histoire, respirer le passé et voler un peu de temps au temps. D'autant que plus bas, d'autres ne se gênent pas. Ah, les voleurs. Là. Ah. Allez, vous reprendrez bien une petite tranche de bonheur. Et puis, puisqu'il faut bien repartir, on n'oubliera pas de saluer le greffier local, d'acheter une carte postale, et pourquoi pas de traquer la quiétude au fond d'un lavoir, ou jeter un coup d'œil à ce vieux couvent au détour de la foi. D'ailleurs, Victor Hugo, en villégiature, avec Minou, Juliette Drouet, ici même, ne s'est-il pas écrié « De Lassay, jamais on ne se lasse assez ». Oui bon, ça va. Allez, salut Lassay, bonjour messieurs, dames. Les poissons, attention. À l'acrobale, on se rend compte que la foi n'est plus ce qu'elle fut. Tiens, eh bien, s'agissant de fût, justement, on pourrait peut-être faire un tour du côté de Melleray-la-Vallée, chez Gérard Leroyer, qui produit, nous a-t-on dit, un pommeau, un cidre, un poiré et un calvat. Je vous dis que ça. Je suis bouilleur de cru professionnel, c'est-à-dire je ne travaille que les fruits, je ne distille que le cidre qui est chez nous, que je fabrique, le cidre et le poiré. Donc là ici on est devant un alambic à jet continu, qui est la spécificité de l'appellation d'origine contrôlée Calvados d'Enfontaine. Calvados d'Enfontaine, c'est la distillation d'un mélange de cidre et de poiré. Tout à fait entre nous. Attention à rester attentif. Ou alors pense sur les doigts avec la baguette. Ici, dans cette première colonne. Ah, vous aimeriez connaître les secrets du breuvage, hein? Non, non, ne comptez pas sur nous pour trahir le magicien. Il faut payer de sa personne et prendre la peine de se déplacer. Et là, enveloppé d'un parfum à vous faire dresser les papilles, vous avez droit aux explications du maître. Mais pour en profiter, il faut venir au bon moment et profiter de l'occasion pour visiter le musée du cidre. Dans les années 1973-75, j'ai démarré une collection de vieux outils et en 1989, on a ouvert le musée. Ce musée, pour le faire exactement, on a mis plus de 20 ans. Et en 89, on a reçu 4500 visiteurs et maintenant on tourne autour de 14 000 visiteurs par an. On est parti sur le vieux pressoir du 17e, après on part sur la période de distillation et on a élargi ce musée sur la fabrication de la bouteille, du tonneau, et la fabrication du bouchon. Pourquoi? C'est parce qu'on recevait beaucoup de scolaires et les scolaires des enfants nous demandaient avant d'avoir ouvert le musée, comment on fait un bouchon, comment on fait un tonneau et comment on fait une bouteille. C'est pour ça qu'on a élargi toute cette exposition sur les produits qui sont en amont et en aval du cidre ou du calvados. Il y a quelque chose qui, à mon avis, est manifeste, c'est la main de l'homme. Oui, le musée, on l'a voulu qui parte du début de la production jusqu'au produit fini. Quand on retrace l'histoire, on se rend compte qu'on n'a pas évolué beaucoup, surtout le dernier siècle, après les années 50. On n'a fait que d'améliorer la technique. S'il est une technique propre au cyclo, elle concerne la pratique de la bicyclette. Et ils se rendent compte en cet instant qu'il serait temps d'approvisionner leur machine biologique. Et le ravitaillement de COC tombe à merveille.
Voilà qui permettra de franchir les 47 km qui nous séparent de Domfront dans les meilleures conditions et de bien profiter de la traversée de Saint-Frindeau qui se prépare à se couvrir de fleurs comme chaque été. Arrivé à Domfront avec un peu d'avance, cela permet d'abord de retrouver quelques amis et quelques forces confortablement installées et d'être accueilli dans la bonne humeur par le groupe folklorique local avant de passer à table. Domfront offre aux visiteurs une vue exceptionnelle sur la vallée de la Varenne. Mais c'est avant tout une place forte de la Normandie du Cal, au passé plutôt mouvementé. Domfront, ville de malheur, arrivé à midi, pendu à 1 heure, seulement pour le temps de dîner. Ici, il y a eu... Comme beaucoup de légendes, celle de Domfront, qu'évoque Jean Dumaine, contient un fond de vérité que Sandra se fait un plaisir de raconter, avec beaucoup de charme, vous en conviendrez. Elle sait aussi vous conduire à travers les méandres historiques des rues de la ville. Quand on a détruit cette église, cette place, en fait, c'est devenu une place de marché. Devant nous, nous avons l'hôtel particulier de la famille de Marie du Rocher. Alors, cet hôtel particulier, donc, il date du XVIIe siècle. Avant, cette rue s'appelait la rue sous les porches. Là, il y avait des porches qui bordaient le long, donc tout le long de la rue, qui rétrécissaient la rue. Sous ces porches s'ouvraient des boutiques. Alors ici nous sommes dans ce qu'on appelle l'ancienne prison des Anglais, mais en fait rien n'atteste de ce qualificatif. On a retrouvé dans ces caves beaucoup d'ossements humains. Alors il est possible que ces caves aient servi un jour de charnier, en fait après une épidémie ou un siège sanglant, on a pu déposer... Nous sommes ici devant les tours, les anciennes tours du rempart de la ville, du rempart du XIIIe siècle, et c'est là donc, où elles sont le mieux conservées. La tour corollaire, c'est la tour la mieux conservée des 11 tours qui subsistent aujourd'hui. On peut voir des emplacements de meurtrières. Et c'est Machicoulis, la tour Guérin-les-Riverains. C'est cette tour la plus proche de l'ancienne porte du château. Alors nous sommes à l'intérieur de l'église Saint-Julien, c'est une église de style néo-byzantin. En fait, vous avez des blocs de mosaïque qui sont insérés dans le béton. Vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il n'y a aucun pilier. Vous avez ce qu'on appelle un Christ Pantocrator, donc un Christ en majesté. Puis chacun, cyclos et marcheur, quitte Domfront et reprend ses pérégrinations. Au passage, nous accorderons quelques instants à Notre-Dame-sur-Lot, joyau de l'art roman normand du XIe et XIIe siècle. C'est ici que fut baptisée la fille d'Aliénor d'Aquitaine, et Thomas Becket y célébra une messe solennelle en 1166. La route nous conduit à présent à la Fosse Arthur, paradis de l'escalade, où selon la légende, le roi Arthur périt dans les flots de la Sonse pour avoir voulu s'affranchir de l'interdit et quitter sa grotte afin de rejoindre celle de Guenièvre de l'autre côté du torrent avant le coucher du soleil. C'est d'ailleurs dans ce même torrent que la belle se jeta de chagrin. On se perd en conjecture en regardant la carte. La Sonse prend en effet sa source près de la Connerie. Ça ne s'invente pas.
Tout au bout de cette route descendante, gravillonneuse mais pas trop malaisée, l'on l'est. Son abbaye du XIe siècle rayonna spirituellement et matériellement sur toute la région et jusqu'en Angleterre. Beauchêne, Larchant, Saint-Clair de Halouse. Au 133e kilomètre, le ravitaillement de Dompierre sera le bienvenu. On va assoiffé. Le kilomètre. Ceux que les traditions de la mine, de la dentelle, du chanvre et des vieux métiers intéressent, peuvent en profiter pour visiter le musée du fil, du fer et des vieux métiers donc. Certains accusent la fatigue, d'autres ne sont pas épargnés par le sort. Cependant, il convient de rendre une dernière visite aux pittoresques vestiges du manoir de Bonvouloir, avec sa chapelle, son four à pain et son colombier. Allez, il est temps de rentrer à l'étable. Salut les filles! Comme c'est bizarre. Dimanche 7 juin, le lever est un peu matinal. Le nettoyage à grande eau des routes de la Suisse normande par les écluses célestes ont laissé quelques traces sur la chaussée. Notre barde est déjà aux avant-postes et la bonne humeur de chacun est tout à fait compréhensible. Cette journée s'annonce copieuse. Les 116 km du grand parcours par Saint-Michel-des-Andennes conduiront les légions à deux roues vers l'un des sommets de la région, sur la D53, entre Belloux-en-Oulme et la Sauvagère, où l'altimètre se risque à 318 mètres, et qui portera, à partir d'aujourd'hui, le doux nom de col du Signal de Charlemagne. Ce sera le premier col officiellement reconnu dans le département. Nous sommes à la limite du partage des eaux entre la Manche et l'océan Atlantique. Il y a une légende locale qui dit, et tout près d'ici il y a un rocher, sur ce rocher il y a un emplacement d'un fer à cheval, et comme c'est de la roche en fusion, on pense que c'est le sabot du cheval de Charlemagne. Mais ce n'est qu'une légende. Ce n'est pas l'empereur Charlemagne qui présidera à la cérémonie, mais le président Lamoulaire, fraîchement arrivé en compagnie de sa mie, en grande pompe comme il se doit. Mais non, pas l'ami. À peine remis de ces fortes émotions, voilà que d'autres s'annoncent, au 38e kilomètre, au ravitaillement de la Carmeille, vers laquelle convergent visiteurs et randonneurs. C'est un joli petit village. Oui. Elle a été chef-lieu de canton, alors que Flers n'était pas du tout chef-lieu de canton, oui. Au moment de la Révolution, hein, ça. Mais c'est la tenue de la confrérie du bocage attisien que nous représentons avec le bourdelot. Le bourdelot, c'est une pâte feuilletée et à l'intérieur, nous avons des pommes avec du sucre également. En gros, ça ressemble à un chausson aux pommes. Alors, je suis grand tabellion de la confrérie depuis
82. Pour peu que vous soyez curieux et que vous preniez le temps de vous perdre dans les ruelles, vous ne tarderez pas à découvrir que ce havre de verdure est aussi un paradis pour de nombreux peintres. Mais la vie à la Carneille n'a pas toujours été aussi paradisiaque. C'est la maison Trollet, le tribunal. À la Carneille, il y avait 13 paroisses qui étaient justiciables là. Et il y a eu des morts, il y a eu 2 pendus. En progressant toujours vers le nord, on pénètre plus avant dans la Suisse normande, où le relief se creuse de vallées profondes, comme à la Roche d'Oêtre qui surplombe la Rouvre de 118 mètres. Escarpements spectaculaires, landes et bois, coteaux desséchés et prairies tourbeuses, les sites naturels les plus variés du département s'enrichissent aussi des pittoresques méandres de l'Orne, tout près de la chapelle de Saint-Philbert du XIe siècle. Bon, tout ceci est fort bel et bon, mais le corps, cette guenille, a ses exigences. Et l'excellent repas de Saint-Georges-des-Groseilliers ne devrait pas poser de problème, question digestion, avant la reprise de nos visites de cet après-midi. Ah, des maillots comme ça, vous n'en trouverez jamais. Oui, ben heureusement. Hein. Après avoir frôlé la limite avec le Calvados, nous laisserons sans trop de regret le mont Cerisy aux amateurs de sieste pour nous acheminer paresseusement vers la lande patrie et nous émerveiller devant les 2 ifs qui nous attendent depuis plus d'1 millier d'années. On raconte qu'autrefois, à l'intérieur du plus gros, on célébrait la messe à la fin desquelles officiait le barbier. Puis c'est avec un peu de nostalgie que nous retrouvons Flers et son château. Ce chef-lieu de canton du département de l'Orne est en effet le point de départ des chemins du Mont. Un peu plus au sud, du côté de la Ferrière aux Étangs, de vieilles carcasses impressionnantes témoignent d'un passé proche où l'industrie du fer était florissante. D'ailleurs, on aurait pu s'en douter, avec le nom de plusieurs villages rencontrés, Sept-Forges, La Fosse, Les Forges, La Selle-la-Forge, Saint-Beaumer-les-Forges. Quel événement a bien pu pointer cette horloge figée pour l'éternité? C'est Mélanie Thomas de l'Association pour la valorisation du patrimoine minier qui retrace pour nous cette activité du passé. Ce site s'appelle la Butte Rouge puisque donc en fait c'était la première fois qu'on a mis au point la technique de calcination. Donc en fait on enrichissait le minerai qu'on extrayait un petit peu plus vers le nord sur le carreau de la mine. Donc le minerai était extrait et ensuite envoyé ici d'abord avec des bennes puis un tapis transporteur et donc il était grillé pendant 24 heures. Donc ce qui faisait augmenter sa teneur en fer. Donc on passait de 37% à peu près autour de 47-48% de fer. Et ensuite, donc ce minerai calciné était envoyé vers le nord de la France et la société Denain-en-Zin, puisque c'était elle qui exploitait les mines de la Ferrière aux Étangs. Ah, pour une belle leçon, c'est une belle leçon. De géographie économique, celle-ci. À quelques pédalées, du côté de Banvou, nous avons droit à une autre leçon. Mais de géographie humaine, celle-là. Prodiguée par Michel Lecamus, tout à la fois agriculteur, sourcier et surtout expert en torchis. Le torchis, c'est un matériau naturel que l'on trouve sur le terrain où l'on habite en général. On met de la terre, le plus fortement argileuse, donc naturellement elle n'est pas pure, il y a du sable, il y a des impuretés, il y a des cailloux, c'est pas très grave du moment qu'elle est à fort pourcentage en argile, c'est le principal. Donc cette terre on la mélange avec de la paille ou du foin, suivant la couleur que l'on veut donner au mur réalisé. Donc ici les murs étaient plus jaunes, donc on va plutôt avoir tendance à prendre de la paille. On mélange la terre
la paille qui fait un boudin qui est solide et très résistant. La torche, on va l'entrelacer entre le colombage et les lattages. Donc il faut être deux face à face. Donc moi je passe ma torche ici. Celui qui est derrière, il va le retasser, ou si elle est assez longue, il va la repasser par derrière. Et après retourner autour, et ainsi de suite. Et comme ça, on a quelque chose de très très résistant. Bon, les finitions, ça se fait après, ça c'est moins grave. On fait des finitions à la taloche, on peut faire les finitions à la main. Moi, je préfère une finition à la main. Je trouve que c'est plus joli, ça fait plus naturel. Après le ravitaillement au gué plat, c'est un ravissement que de s'enfoncer dans cette belle forêt d'Andenne. Qui mieux que Christian Clément, responsable de l'unité territoriale du bocage, pourrait nous en parler? La forêt domaniale-les-Andennes s'étend sur environ 5400 hectares. C'est une forêt dont la gestion doit prendre en compte 3 dimensions fondamentales. La dimension économique par sa valeur de production, sa dimension sociale par l'accueil du public, et une 3e dimension fondamentale qui est celle de l'environnement, de l'écologie et de la protection du paysage. En ce qui concerne la dimension économique, ce qu'on peut dire, c'est que la forêt des Andennes met sur le marché produit tous les ans de 20 à 25 000 mètres cubes de bois. Concernant la dimension environnementale et écologique, ce qu'on peut citer comme composante très emblématique de l'intérêt écologique environnemental, c'est la protection du bassin de l'Andennette. Et en ce qui concerne l'accueil du public, il faut citer les pratiques reines, c'est la pratique du vélo et plus particulièrement du vélo tout-terrain. On peut citer bien sûr la randonnée pédestre, on peut citer l'escalade, on peut citer la course d'orientation, on peut citer la course pédestre, bien sûr l'activité équestre. Donc ça, ce sont les pratiques les plus représentées. Et puis il y a également plusieurs publics. Il y a les scolaires, il y a les associations, il y a les curistes. Voilà donc des pratiques, des publics, et puis la 3e composante essentielle pour que l'organisation de cet accueil du public se fasse bien, ce sont des partenariats. Avec le parc Normandie-Maine, avec la ville de Bagnoles-de-l'Orne, avec le conseil général, avec l'ADECO Pays du Bocage, avec des communautés de communes, pour mettre en valeur le patrimoine local, des arbres remarquables, des vestiges culturels, des paysages remarquables. Ce chêne est doublement symbolique, doublement emblématique. Hippolyte, ce nom a été dédié en hommage à l'un de nos prédécesseurs, en la personne d'Hippolyte de Foin, qui a servi en tant que garde forestier. Et la 2e symbolique, c'est une symbolique plus écologique, sylvicole, paysagère, puisque le chêne est une des essences bien représentées de la forêt domaniale des Andennes. Le chêne Hippolyte, son âge est estimé aux alentours de 300 à 400 ans, peut-être au-delà. Et là, on demande d'en faire 250 mètres. Oui, décidément, cette forêt d'Andenne est bien un paradis pour les VTT également. On s'en rend bien compte lorsque la route des uns croise le chemin des autres. Bon, le profil est un peu pentu, mais la région est si belle et le temps tellement radieux. Very hilly, very beautiful, and the weather is superb. I'd like to come here again. Puisqu'on vous le disait. Le barde Gérard se fait le témoin de la satisfaction de tous en les accueillant à la force du poignet. Et l'enthousiasme finit tellement par confiner à l'exaltation qu'il ne peut s'empêcher de torturer son instrument. Pour être franc, il y a peut-être une explication. Et la mousse? On ne badine pas avec la bonne humeur chez les VTTistes,
Pas plus qu'on ne plaisante avec l'hospitalité et la convivialité chez l'habitant. On a le cœur sur la main gauche et l'on brandit une bonne bouteille de cidre de la droite. Après l'effort, c'est réconfort. Et moi, c'est tous mes amis. Oui, peut-être, mais pendant que les parents boivent... Tour de Normandie, c'est par là. Tour de Normandie, c'est par là, les gars. Allez, Jérôme. Et là, Jérôme, c'est par là, il n'y a pas de sortie. Qu'on se rassure, tous ces braves gens reprennent courageusement leur chemin. De toute façon, ils sont pratiquement arrivés. Et puis, ne dit-on pas qu'il y a un bon Dieu pour les cyclistes? Et à l'heure où tous convergent vers le lieu de réunion, sur qui vont tomber nos gaillards? Sur l'ami Gérard Leroyer, le distillateur, vous vous souvenez, et qui va leur servir un grand coup de poiré bien frais. Mais non, je rigole. Oh là là. De toute façon, c'est l'heure du discours du président, alors. Hein. Déjà, c'est quand même un excellent succès pour une Pentecôte. Sachant aussi qu'on a une autre Pentecôte à Vouillers, à côté de Poitiers, où ils seront 500. Ce qui fait qu'on va certainement dépasser largement les 2000 pour les regroupements de la Pentecôte, ce qui, à mon avis, n'a pas été vu depuis fort longtemps. Nous sommes ici à Bagnoles-de-l'Orne, on vient de déguster du poiré, et comme il fait très chaud, il faut faire très attention. Sinon, il y a 1500 participants, il fait un temps superbe, la région est magnifique, et je crois que tout le monde sera comblé par cette Pentecôte à Bagnoles-de-l'Orne. Au dîner festif donné en la salle des sports de Bagnoles-Château, le soir même, on murmure, mais que ne prétend-on pas, que 95% des cyclos sont tombés amoureux de la chanteuse. Les autres pensaient à leur vélo. Victorine, sur la route Villers-Bocage, un jour j'allais au marché, je rencontrai une fille bassage qui baissait les yeux quand je la regardais. Elle était ben appétissante et je la trouvais fort à mon goût. Et quand je dis des choses galantes, on prit ses deux jambes à son cou, puis on brucha sur une grosse pierre et s'étalit de tout son long. Et je la relevai sans faire de manière, et puis j'y demandai son petit nom. Et je m'appelle Victorine, 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 me dit-elle d'un ton piteux, je n'aime point les jeunes ni les vieux. Alors j'ai dit Victorine, 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 tu peux m'avoir si tu veux, car ici en terre les deux. Toujours en forme le bar de Gérard, de même que les troupes autopédalantes parties sur les routes des Alpes-Mancelles. Ce circuit est le dernier de la série. Et derrière les sourires de satisfaction, car l'ambiance aura décidément été en harmonie ces 3 jours avec un temps magnifique, chacun dissimule peut-être un peu de nostalgie. Difficile à dire. De toute façon, on se demande ce qui peut bien habiter l'esprit des cyclos. À quoi peuvent-ils bien penser? Au profil de la route? Pourquoi pas? Ou à ce paysage qui défile autour d'eux? Peut-être. Peut-être à leurs impôts ou à leur famille. Ou plus philosophiquement, à la lutte inégale entre le bien et le mal. Ou à cette salade de concombre qu'ils ont eu du mal à digérer cette nuit. Certains ne parviennent pas à se débarrasser d'une petite mélodie qui les harcèle depuis leur réveil. Bonjour monsieur. D'autres envisagent de changer leur dérailleur qui fait preuve d'une extrême mauvaise volonté depuis quelques jours. Mais tous savent une chose. Ils ont pris la direction du château de Carouge, qui, paraît-il, mérite le déplacement. Ah ben les mots. Ah, c'est de plus en plus difficile. Mais à dos d'âne, pédibus jambus ou cyclus maximum, on y arrivera. Allez, fouette cocher.
De briques, de granit et d'ardoise, le monument nous invite à errer dans ses parcs et jardins, après avoir admiré son mobilier, vestige luxueux d'une époque qui va de la Renaissance à la Restauration. Madame Terrier, administrateur du château, nous propose de profiter de la convention Monum. La convention Monum, c'est une convention qui est passée par le Centre des Monuments Nationaux et la Fédération française de cyclotourisme pour inciter les cyclotouristes à visiter les monuments du réseau. Les monuments du réseau, c'est environ 115 monuments en France. Donc Carouge est un de ces monuments, comme l'est également le Mont-Saint-Michel. La convention permet aux cyclotouristes de bénéficier de tarifs préférentiels pour la visite de nos monuments. Alors, le château a une histoire très très longue qui débute au XIVe siècle avec un donjon défensif, une histoire qui se poursuit au XVe siècle. On est toujours dans la défense et on est dans la défense jusqu'au milieu du XVIe siècle. La fin des constructions pour Carouge, c'est la fin du XVIe siècle. À partir de ce moment-là, la construction, elle est dans son intégralité telle qu'on peut la voir aujourd'hui. Ensuite, ce sont des aménagements extérieurs, aménagements du parc, des douves qui auront lieu au XVIIe et au XVIIIe. Les cyclotouristes, en fait, ils viennent peut-être dans le monument, mais ils ne visitent pas le monument. Et en fait, notre comptabilité, elle se fait sur le visiteur des appartements et non pas sur la personne qui viendrait admirer les extérieurs ou même la cour. Il faut ici rassurer Madame Terrier sur ce qui constitue très probablement un épouvantable malentendu. Car nous pouvons témoigner ici que nos cyclos se sont parfaitement sentis intéressés par tout ce qui concerne les chambres. Oui, la visite est terminée, le séjour également. Mais sur le chemin du retour, les randonneurs se persuadent sans peine qu'ils ont eu le privilège de vivre des instants rares dans une région bien séduisante, comme notre souriant barde Gérard aime à le chanter. Dans nos vertes prairies, sous les pommiers en fleurs, donnez-nous c'est la vie, la joie et le bonheur. Sur les routes riantes, une auberge vous attend, où de jolies servantes ont des menus tentants. Venez, venez de par le monde, dans notre pays tout abonde. Dès que s'éveille le printemps, notre Normandie vous attend. Les tripes, dit la légende, fut le régal des vieux. Spécialité normande, c'est un mets délicieux. Et pour vous combler d'aise, au palais délicat, canard à la rouennaise et le prince des plats. Venez, venez de par le monde, dans notre pays tout abonde. Dès que s'éveille le printemps, notre Normandie vous attend. Gastronomes de France et de tout l'univers, gardez la souvenance de notre riche terre. Au pays de Malherbe, on lève bien le verre, mais on quitte le ferme pour faire bonne chère. Venez, venez de par le monde, dans notre pays tout abonde. Dès que s'éveille le printemps, notre Normandie vous attend. J'ai pris ma